OK. Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence en compagnie de Frédéric Lalonde, PDG de Hopper, et de Pierre Duhamel, directeur général du réseau Mentorat. Je me présente, Rina Marchand, je suis directrice principale contenu et innovation et je serai votre maître de cérémonie. J'animerai également la période de questions à la toute fin de l'entrevue. Vous savez, cette conversation portera sur les enjeux d'être à la fois une grande start-up numérique québécoise à portée mondiale, puis aussi être au cœur d'une industrie qui est totalement chamboulée en ce moment par la pandémie, le tourisme et l'aviation. Alors, bonjour Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous. Salut, ça me fait plaisir. Pierre, merci de te prêter à nouveau au jeu de l'intervieweur. C'est ton parcours de journaliste, de rédacteur en chef et d'éditeur de magazines et de journaux spécialisés auquel nous avons recours aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. C'est mon plaisir. Vous Surtout savez, un privilège d'interviewer Frédéric. Effectivement. Avant de vous céder vraiment la parole, juste quelques petites précisions pour les gens qui se connectent en ce moment. Alors, comme je disais, je vais pouvoir animer la période de questions qui proviendra donc du public. Je vais vous inviter à vous poser vos questions à travers l'interface, la petite bulle de conversation, chat sur Zoom. Vous les posez quand vous le souhaitez, mais c'est uniquement vers la fin, vers 16h45, que je vais à ce moment-là les relayer à Frédéric. Donc, mais à tout moment, vous pouvez poser vos questions. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue donc à vous tous qui êtes à la fois sur Zoom, aussi sur Facebook Live, le Facebook du réseau Mentorat, mais aussi d'un grand partenaire, l'École des entrepreneurs du Québec. Alors, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Et enfin, j'aimerais beaucoup souligner aussi l'équipe Groupe Technologie et Innovation de la Banque nationale. C'est un très grand partenaire du réseau Mentorat. Et puis, on est très fiers qu'ils nous aident à présenter cette belle webconférence. Alors, sans plus tarder, Frédéric et Pierre, je ferme ma caméra, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Rina. Merci beaucoup, Rina. Frédéric, avant qu'on tombe dans le vif du sujet, puis toutes les questions qui concernent la situation des startups et de l'industrie touristique, il faut parler un peu de toi et de ton parcours atypique probablement pour l'ensemble des entrepreneurs, un peu moins peut-être pour les entrepreneurs technologiques, mais c'est du matériel de cinéma, là. Là, on commence avec le petit gars de 14-15 ans qui hack la cabine téléphonique en face de chez lui parce qu'il y a un grand dessin, il y a un grand projet entrepreneurial alors qu'il est encore au secondaire. Et en quelques mots, si tu avais à raconter ça à un copain autour d'un verre, tu dirais quoi? Je pense que tu fais référence à quelque chose qui est sorti dans la presse, je pense, l'an dernier. Moi, j'ai commencé comme pirate informatique. Je fais partie de la génération des adolescents un peu nerds dans leur cave, à l'époque où il y avait un ordinateur par village, l'espèce de halt and catch fire américain, là, où quand ça commençait, on avait un des premiers Mac au Québec était chez nous. Il y avait moi puis le fils du maire dans mon village sur la rive sud de Québec. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de l'argent en vendant des jeux vidéo dans le cours d'école. Puis là, on parle vraiment là, le début du secondaire. Pour ceux qui ont notre âge, on se rappellera peut-être des disquettes souples. On copiait ça sur des supports numériques. Ça, c'est avant l'Internet. L'Internet était encore militarisé à cette époque-là. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'on peut faire de l'argent en échangeant ça. Sauf que pour être capable de distribuer ça dans une cour d'école, il fallait d'abord avoir une copie numérique du jeu. Et télécharger un jeu, ça prenait des jours. On connectait le téléphone sur un truc qui s'appelait un modem. Tout ça est une ancienne histoire préhistorique. Et ça coûtait de l'interurbain pour aller chercher ça. Et moi, j'avais eu la très bonne idée de pirater la cabine de Bell pour être capable de faire les appels interurbains pour aller chercher les jeux. Rapidement, là, une fois que la police est rentrée chez nous et tout ça, je me suis rendu compte que je serais probablement mieux d'appliquer mes talents à quelque chose qui était légal, que ça allait probablement très mal finir. Mais à cette époque-là, on était tous dans nos caves à essayer de faire à peu près n'importe quoi. Il y avait un réseau de personnes un peu partout dans le monde là, qui est en train de découvrir tout ça. Et j'ai été très chanceux d'être exposé à ça très jeune. C'est un peu ça qui m'a donné une espèce d'avantage injuste là, par rapport à tout le monde après ça pour bâtir la business. Mais dans mon cœur, je suis encore le même pirate informatique. Là. La plupart des problèmes qu'on règle comme homme d'affaires, ça finit toujours par être une question de créativité. Puis moi, je pense que ces années-là m'ont donné ce que j'avais besoin pour réussir. Là.
En tout cas, de toute évidence, tu as appris tout de suite à ne pas te formaliser des conventions puis des règles. Ça, c'est venu après. La conformité sociale, dans mon cas, c'est venu après. Exactement. Mais une première entreprise en bas de 20 ans, une beaucoup plus substantielle New Trade, qui était déjà inscrite dans le paysage touristique, si on peut dire, et que tu vends à Expedia. Géant mondial là, de l'achat de billets d'avion et d'hôtels, de chambres d'hôtel en ligne. Tout à fait. J'ai apparti ça avec mon associé de l'époque. On n'avait rien. On avait 2 laptops littéralement dans le coffre de mon auto. Pas de bureau, pas de plan d'affaires. Sauf qu'on a commencé à bâtir quelque chose. Souvent, comme à l'époque, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'infrastructure de capital de risque. À Montréal, là, de partir une compagnie, il y avait quelques compagnies qui avaient fonctionné, mais pas beaucoup. Fait qu'on faisait essentiellement des mandats de consultation. On avait eu des gros mandats pour Bell Canada, Tourisme Québec à l'époque. Puis quand on a fondé New Trade, c'était l'idée de bâtir un produit, de créer une plateforme. On s'était attaqué à un problème qui intéressait personne, qui était de prendre l'espèce de système dans lequel les hôteliers tapent là, quand tu te présentes pour ta chambre, puis de connecter ça sur l'Internet, qui à l'époque, là, ça n'existait pas. Puis on n'avait aucune idée, on n'avait pas de plan d'affaires, on a levé de l'argent, le capital de risque venait du gouvernement du Québec puis des jardins. C'est une époque où tout le monde était un peu, n'était pas trop certain, mais on était dans le boom, là, le premier crash là, de 2000-2001, on était juste avant ça. Fait qu'on a vécu tout le cycle là, des stocks qui sont pets.com, tout ça, les évaluations de fous. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à l'époque, le CEO d'Expedia, c'était un Montréalais. Eric Blatchford avait grandi sur The Boulevard à Westmount et il était, évidemment, il vivait à Seattle, le siège social d'Expedia. Il était en visite à Montréal. Puis je jure que cette histoire-là est vraie. On était à Montréal, on faisait nos trucs, on était à peu près une centaine. Et la réceptionniste m'appelle puis dit, il y a quelqu'un ici pour te voir, pas de rendez-vous. C'est Eric Blatchford. J'ai raccroché parce que je la croyais pas. Je savais c'était qui, mais je dis oh. Puis elle m'a rappelé puis elle a dit non, vraiment, comme le CEO d'Expedia est là pour te voir. Puis il était revenu à Montréal pour une réunion de McGill ou quelque chose comme ça. Littéralement 2 mois après, il avait acheté la compagnie. Et fondamentalement, la raison, c'est qu'Expedia était devenu un géant numérique qui avait des milliards de revenus. Ils envoyaient 100 000 fax par jour pour confirmer les réservations d'hôtel. Malgré le fait que c'était Microsoft qui avait tout bâti l'infra, il n'y avait rien dans la partie où nous, on était bons. Puis évidemment, ils nous ont vus, ils ont trouvé que ça avait de l'allure, ils l'ont acheté. Aujourd'hui, ça fait 15 ans de ça. Le bureau est encore là à Montréal. C'est un des plus gros centres de développement d'Expedia dans le monde. Il y a des centaines de personnes. C'est encore le même building sur la rue Notre-Dame. Et on parlera un peu là, de ce que ça a changé comme au niveau de mon attitude par rapport à vendre les entreprises, mais c'est sûr que je pense que j'avais 27 ans quand on a vendu. Ça a créé une compréhension de ce que c'est que de bâtir une compagnie puis de la vendre que j'aurais pas eu autrement. Tu es resté là combien d'années chez Expedia? Je suis resté 4 ans. Puis pour moi, c'est anormal. C'est la seule période dans ma vie où j'avais un chèque de paye que c'est pas moi qui signais. C'est le seul emploi que j'ai jamais occupé, à part un Simon Saint-Hubert. J'ai lâché l'école à 19 ans. J'ai jamais eu d'hypothèque. J'ai pas eu un parcours qui est typique. Mais la raison pour laquelle je suis resté, c'est que les gens qui étaient là, là, je remonte encore à l'ancienne histoire, mais dans les années 90, là, début 2000, Microsoft, c'était la compagnie dominante en informatique dans le monde. Ils étaient terrifiants. Il n'y a personne qui voulait compétitionner contre. Puis évidemment, Bill Gates était le CEO à cette époque-là. Et autour de lui, il y avait une quinzaine de personnes qui étaient les gens à qui il faisait confiance. Puis c'est eux qui envoyaient quand ils voulaient acheter une compagnie ou faire quelque chose comme ça. Et cette équipe-là, les 2 principaux, c'était Rich Barton puis Lloyd Frank. Qui essentiellement sont les fondateurs d'Expedia. Il y avait une couple d'autres personnes dans cette équipe-là. Fait que les meilleures personnes de Microsoft sont allées partir Expedia. Et puis par la suite, ces gens-là ont bâti Zillow, qui est une compagnie publique de 20 milliards. Là. Ils ont plusieurs succès après ça. Fait que ça a été un peu comme ma révélation. Ils m'ont essentiellement pris puis ils ont dit, écoute, tu as l'air d'avoir du potentiel, on va te donner une business à gérer. T'sais, j'ai tout appris. Ce que je sais sur ce que c'est que de bâtir une business avec ces gens-là qui étaient les fondateurs. Fait que ces 4 années-là ont été exceptionnelles. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait chez Hopper qui viennent de ce que j'ai appris dans ces années-là. On a beaucoup de talent au Québec, mais
on n'a pas beaucoup de compagnies à l'échelle mondiale. On a Shopify qui est presque, au Québec, là, c'est à Ottawa, là, on est à une rivière près. Mais des gros succès, on a eu BlackBerry au Canada, on a eu Shopify, on a eu Corel avant ça. Le fait d'être exposé à ce genre d'environnement-là, je pense que ça a eu une influence énorme sur les décisions qu'on a prises après. Et là, on voit une relève au Québec. Là. Louis Tétu avec Coveo, on a Dax avec Lightspeed. Mais à l'époque où j'ai vendu, il n'y avait rien de tout ça. Là. Il n'y a personne qui avait réussi à bâtir une vraie business numérique à l'échelle. Au Québec, quelques-unes, là, mais pas vraiment dans le consommateur. Fait que ça a été une chance exceptionnelle là, pour apprendre. Et là, après, le naturel revient au galop, donc cette envie, ce goût pour entreprendre. Et là, tu nourris un nouveau projet. Et là, tu comptes les lapins, je ne sais pas quoi, mais un jour, il y a un lapin qui apparaît et c'est Hopper. Oui. Pour être clair, eux ont démissionné. Ils sont partis pour aller partir Zillow. Ils m'ont demandé de me joindre. Je ne vais juste pas déménager à Seattle. Je n'étais juste pas capable de quitter le Québec. Et quand eux sont partis, ça a changé. Moi, je suis parti. J'ai fait 1 an là, de soul searching. Là. J'ai essentiellement fait du snowboard pendant 1 an. Mais il y a quelque chose qui me trottait dans la tête, c'est que à cette époque-là, ça faisait 10 ans que le voyage numérique existait, puis il n'y a rien qui avait changé. C'était identique de 1994 à 2006 quand je suis parti. Puis je me disais, il commençait à avoir une révolution. Là. Le iPhone venait de sortir, Facebook commençait à être gros, le mobile commençait à se développer. Puis les marchés émergents, la Chine, l'Amérique latine, c'était clair qu'il allait y avoir une transformation. Puis je me suis dit, pourquoi on ne prend pas la même catégorie que je connais bien, qui est le voyage, puis on n'essaie pas de construire quelque chose qui est complètement différent, là, qui est basé sur des prémices fondamentalement différentes. Puis ça a donné la première version d'Hopper, mais à l'époque, on n'avait pas vraiment de plan d'affaires non plus. C'était simplement, on se disait, si on était capable d'agréger une quantité suffisante de données, on serait capable de créer un produit qui est différent. C'était le début des mégadonnées, le big data américain. Et on était au début de cette courbe-là. Je pensais que ça allait prendre 2 ans, puis qu'on allait avoir quelque chose. Ça en a pris 8. Mais comme c'est souvent le cas dans ces journeys-là, la marche vaut la peine selon le point d'arrivée. On est arrivé à quelque chose de bien à la fin, mais ça a été beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué que le pire des scénarios que j'avais envisagé. Sauf que ça a fini par fonctionner malgré la pandémie dans laquelle on se trouve là. On a eu une ascension complètement fulgurante là, dans les dernières années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de 51 millions d'applications téléchargées, plus de 141 millions de transactions pour des milliards de dollars. Hopper, est-ce que c'est à ton goût maintenant ou c'est appelé encore à grandir? C'est sûr que là, il y a un contexte spécial. Quand on a frappé la pandémie, comme tout le monde, on a été affecté. C'est dur d'imaginer parce que le Canada a été très, très discipliné pour tout ce qui est voyage. On a tout fermé les frontières, et ainsi de suite. Mais aux États-Unis, là, il y a encore entre 500 et 700 000 personnes par jour qui prennent un avion. On commence à voir l'Europe, la France, malgré les 15 jours de quarantaine, tout ça. Puis la Chine est revenue à 100 de ses niveaux de voyage et d'hôtellerie domestique. Fait que c'est sûr que ça a été facilement l'épreuve la plus difficile dans l'histoire de notre compagnie, mais en même temps, on s'en est bien sorti. Fait que où on aurait dû être en vertu des 3-4 premiers mois de 2020 versus où on est en ce moment, c'est clair qu'il y a eu une dislocation. Fait que ça, c'est une chose. À court terme, on est comme dans une drôle de situation. Ceci dit, notre part de marché, avant la pandémie, on vendait à peu près 1,5 % de tout le voyage qui se vendait en Amérique du Nord. Là, on est rendu à 6. On a gagné de la part de marché pour un paquet de raisons. Si je regarde à plus long terme, parce que Hopper, c'est un projet sur 30 ans, on a à peu près 12 ans de fait, là. Il y a 2-3 ans de ça, je me promenais en disant, on va bâtir une business de 100 milliards au Canada, une business d'e-com de 100 milliards au Canada. Puis le monde me regardait vraiment weird. Comme de quoi si ça ne pouvait pas se faire. Puis j'étais obligé de pointer à des exemples comme Spotify ou Airbnb ou Uber, mais c'est tous des exemples étrangers. Là, grâce au génie de Toby, on a dans notre cours un Shopify qui vaut plus que la Banque Royale, puis qui est une marque connue partout dans le monde. Là, tout à coup, les gens me croient, ils sont comme moi, c'est possible. L'exécution de Shopify a été exceptionnelle. Je pense que ça prouve que c'est possible, qu'il n'y a aucune raison de ne pas être capable de créer des business de 100 milliards de market cap au Canada, puis c'est ça qu'on a l'intention de faire. Fait que là, on est à moins d'un dixième de où on est supposé être. Et moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. Pour nous, ce qui est arrivé cette année, c'est juste une interruption.
Il te reste encore une vingtaine d'années aussi pour faire le cycle de 30 ans. Ouais. Mais moi, j'ai vécu quelque chose au mois de mars. On est en réunion. Frédéric, tu fais partie depuis 1 an de notre conseil d'administration au réseau Mentorat. Et on est dans une réunion où, évidemment, la pandémie se pointe, où il y en est quand même question, où on commence à penser à des plans de contingence, tant au niveau organisationnel, etc. Et toi, tu nous arrives avec comme une boule de cristal. Voilà ce que ça va devenir, voilà ce que ça va être, voilà pourquoi ça va être grave. Voilà, comme si tu avais lu dans des feuilles de thé, là, une boule de cristal. Et cette boule de cristal-là, ce sont les fameux algorithmes que vous avez pris tant de temps à colliger, à mettre ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant que tu étais capable de nous projeter dans l'avenir à partir d'une lecture qui, pour toi, est quotidienne. J'avoue que ça avait l'air d'un tour de magie. Là, je me souviens spécifiquement du conseil auquel tu fais référence. Il y a 2 parties à ça. La première, c'est qu'on Hopper a, comme tu disais, plus de 50 millions d'utilisateurs. C'est sûr qu'on est concentré en Amérique du Nord, mais on en a quand même un bon 20 millions qui ne sont pas en Amérique du Nord. Il y a de l'Amérique latine, il y a de l'Europe, il y a un peu d'Asie, il y a beaucoup d'Australie. C'est petit proportionnel, mais on avait une base d'utilisateurs, puis on a encore une base d'utilisateurs qui est mondiale, à peu près partout, sauf en Chine domestique, là, la Chine intérieure où on n'a pas de présence encore. Il faut savoir aussi que l'horloge sur la pandémie, autant l'espèce de build-up quand les choses ont commencé à fermer, que vraiment quand tout a fermé, où les avions, les commerces étaient fermés, puis où on est en ce moment, la récupération, ça suit une courbe qui est très prévisible, puis la Chine est très littéralement 5 mois en avance sur tous les marqueurs, et l'Europe est exactement 2 mois et demi en avance. Quand on a vu ce qui se passait en Lombardie, l'état tragique de la France, d'Espagne, nous, on commençait à se réveiller. De notre point de vue, si on regarde nos algorithmes, on a vu toute l'Asie fermée. Puis par là, je veux dire 20 000 avions là, qui ont arrêté de voler, les annulations. On voyait l'Europe fermée, alors qu'au Québec, les gens comparaient encore le COVID à un rhume. C'est pas, je veux dire, ça s'est passé. En Chine, ils ont eu la même réaction. Il y a rien, ça n'a rien à voir avec le Québec particulièrement. Les États-Unis ont été particulièrement terribles à nier l'importance, mais pour des raisons qu'on connaît, là, la personne qui est dans la Maison-Blanche. Mais à part ça, la réaction a été la même au début. On oublie, là, mais je pense que c'est le maire de Rome, alors que les cas étaient rendus dans les milliers par jour, est allé prendre un cocktail pour dire aux gens de rester dans les restaurants. Là. Il y a tout un paquet de choses complètement débiles qui ont été faites parce que les gens ne comprenaient pas la menace. Je ne peux pas dire qu'on comprenait nécessairement la sévérité du virus, mais on voyait l'impact économique dans nos chiffres à l'heure. Je voyais sur mon téléphone nos métriques tomber. C'était comme un nuage noir qui émergeait de l'Asie puis qui arrivait vers l'Europe. Ce meeting-là, nous, on avait déjà vu les fermetures en Europe. C'était impossible de penser que ça n'allait pas traverser. C'était impossible. Il n'y avait aucun... Quand les démocraties ont commencé à fermer, on savait que ça allait se produire. On savait que les courbes étaient terribles. On ne connaissait pas la mortalité, mais on savait que ça devait arriver. Une chose qui est importante de savoir, c'est qu'en Asie, ils ont eu le SRAS, qui avait un taux de mortalité entre 30 et 40 À Hong Kong, là, c'était horrible. Tu attrapais ça, peu importe ton âge, quoi que ce soit, tu avais une chance sur 3 d'y rester. Fait qu'ils avaient des protocoles d'abord au niveau d'urgence, mais le tissu social avait accepté le port du masque, l'hygiène, toutes les choses qu'on a commencé à comprendre au cours de l'été. En Asie, c'était un réflexe qui avait été créé dans l'urgence. Puis même au Moyen-Orient, il y avait eu des cas. Fait que ce qu'il y a eu en Occident, c'est comme une espèce de réaction sur les libertés, les droits civils qui a créé à peu près un mois de flottement. Mais si on regardait nos chiffres, on savait que ça allait arriver, s'il allait avoir un délai. On va se rappeler, moi je pense que le gouvernement québécois a fait un très bon travail, mais ils nous ont quand même dit de ne pas mettre de masque pendant une couple de semaines. Là. Fait il y a eu comme une espèce d'ajustement là, qui a été obligé de se faire. Et après ça, l'autre chose qui s'est passée, qui était différente, c'est que nos gouvernements, surtout au Canada, ont été très, très rapides à mettre de l'argent dans le système, dans l'économie, toutes les prestations d'urgence. Il y a eu des réactions un peu différentes dans le monde, mais c'était clair qu'on s'embarquait pour un 6 mois de dislocation complète à ce moment-là.
J'aimerais ça dire qu'on a vu le futur. En fait, tout ce que je faisais dans ce meeting-là, c'est d'observer le passé. Sauf que je ne regardais pas le passé où on était, je regardais le passé 5 fuseaux horaires plus loin. Mais tu m'arrives avec la prochaine question. Le passé de ceux qui ont déjà sont un peu en avance sur nous, qu'est-ce qui nous annonce sur notre futur à nous? Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au transport aérien, par rapport au tourisme, par rapport à la vie en société en général? Je vais faire 2 prévisions, peut-être 3, là, qui sont basées sur ce qu'on sait. Là, je suis un peu moins sûr parce qu'on regarde quand même un peu. Je vais prendre l'état de la Chine, tout ce qui est commerce, tout ce qui est commerce de détail, voyage domestique, fait que tout ce qui est encapsulé dans les très larges frontières de la Chine, tout ça est revenu 95%. Il y a quelques trucs qui sont déficients. Les spectacles à grand déploiement, là, le Cirque du Soleil, les événements sportifs, évidemment, c'est un vecteur de transmission inacceptable. Fait que ça, c'est encore déprimé. Mais l'aérien était à 95% la semaine dernière, domestique, et l'hôtellerie est à 95% en date d'aujourd'hui. J'ai vu les chiffres sont sortis. Aux États-Unis, les États-Unis sont un modèle, un clone parfait pour le Canada. Tu divises les chiffres par 10, tu vas arriver à une prévision. Il y a quelque chose qui s'appelle le US Mobility Index, qui est une espèce d'agrégation du donné du TSA, là, la sécurité aérienne. Il compte le nombre de passagers, là, parce que tout ça est informatisé. Le US Mobility Index avait récupéré la semaine dernière à 40% de son état pré. Mais ce qui est important, c'est la forme. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu comme un boom juste avant que tout ferme. Les prix ont baissé dans tout le transport aérien, hôtellerie, tout ça. Fait qu'il y a eu plein de réservations. Après ça, il y a eu le crash. Presque tous les marchés dans le monde sont tombés à 95% de correction. C'est horrible, là, tout a fermé. Puis après ça, les gens se disaient, ça va-tu être un V, un W, blablabla. Ça a été, la meilleure analogie que j'ai entendue, c'est le logo de Nike. Fait que, ça a coupé d'un coup, puis là, ça a été un swoosh qui remonte graduellement. Là, on est à 40% de la queue du logo de Nike, là, je ne sais pas si vous comprenez mon analogie. Quand j'ai pris le Mobility Index américain, puis je l'ai mis sur la courbe de la Chine, puis de l'Europe, en corrigeant juste pour la date où les fermetures se sont faites, toutes les prévisions sont presque 100% de récupération en janvier 2021. Fait qu'il nous reste pas mal la fin de l'année. Pour ce qui est de la partie sociale, écoute, le karaoké, c'est vraiment pas une bonne idée. Les rassemblements de milliers de personnes, malheureusement, là, moi, je suis un gros fan des arts du spectacle, le théâtre. Mettre du monde dans une salle de théâtre avec des comédiens qui projettent, tout ça est une très, très mauvaise idée. Ça, il va falloir qu'on attende. Mais normalement, si on continue de se laver les mains, de porter des masques et de pratiquer une distanciation sociale normale, normalement, les cas devraient rester sous contrôle. Une des choses qui a été très mal évaluée, c'est le nombre de cas qui est en circulation. Oublie le mois d'avril, même le mois de février. Il y a probablement entre 20 et 40 millions d'Américains et de Canadiens qui ont déjà eu le virus. La raison, c'est qu'on n'avait pas les tests. Fait que si on regarde, c'est facile. Faites juste regarder le nombre de cas déclarés ce mois-ci versus mars, versus la mortalité. Le virus n'est pas devenu moins mortel. C'est juste que, on a réussi à tester plus. C'est fort probable qu'il y a entre 5 et 25 de la population qui l'a déjà eu. Ça, c'est bon. Deuxièmement, c'est bon dans le sens, pas à cause des gens qui sont morts, mais il y a déjà une immunité. L'immunité, en Suède, ils ont pris une approche très différente. Ils ont tout simplement rien fait. Et au début, les cas sont montés, mais leur mortalité était la même. Ils ont pas mal prouvé que le confinement massif, là, on barre toutes les portes, on sort pas de chez nous, c'est pas une bonne idée. Ils ont aussi prouvé que l'important, c'est d'isoler. Puis là c'est de l'âgisme, là. Il faut que les gens qui sont au-dessus de 65 ans pratiquent un isolement social beaucoup plus strict que les enfants et les adolescents. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on est en train de le faire. Et troisièmement, il faut que les gens qui sont en société aient des mesures d'hygiène et de distanciation sociale qui sont en mesure, c'est des mesures qui étaient prises en Asie dès 2010. C'est pas nouveau, là. La planète, il y a une partie de la planète qui savait comment faire ça. Je regarde au Québec aujourd'hui, le port du masque à l'intérieur, la distance sociale, moi, je vois des gens qui sont super disciplinés. Je le fais moi-même, j'ai mon masque dans ma poche. Je pense que si on continue de faire ça, on va arriver à un 80-90% de l'économie récupérée en 21. Et les vaccins, il y a 4 vaccins qui sont en
en phase 3, là, qui sont en dernière phase. Il y en a 128 dans le pipeline. On va oublier celui de Poutine, là, qui est probablement de la fiction. Là. Je vais enlever le vaccin russe dans ça, qui en est probablement pas un. On s'entend, l'impact économique du virus, c'est l'événement qui a créé le plus de dislocation économique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a le plus grand effort biomédical qu'il y a jamais eu. C'est plus grand que la polio, c'est plus grand que l'influenza. Dans 6 mois, on va avoir quelque chose de fiable. Là, j'espère que les gens, quand le vaccin va être prouvé sécuritaire, vont se faire vacciner, qu'il n'y a pas des gens qui vont protester, là, probablement aux États-Unis, mais que les autres... C'est sûr qu'il va en avoir. C'est sûr qu'il va en avoir. Là. Mais j'espère que la majorité des gens vont comprendre que, on a une responsabilité sociale. Si on fait tout ça, d'après moi, l'été 21 va être relativement normal. OK. Industrie touristique, ce qu'on a vu, c'est que si vous étiez dans certaines régions du Québec, aux États-Unis, j'ai regardé, enfin, même sur votre site, on parle beaucoup des vols intérieurs, de découvrir le pays. Je pense que les Américains l'ont fait. Les seuls perdants là-dedans, c'est les grandes villes, parce que les gens ne partent pas des régions pour venir à Montréal ou à Toronto ou à New York, mais les gens de Montréal sont allés en Gaspésie, etc. Ça veut dire que l'industrie touristique est, comment je pourrais dire, donc, est dans une autre dimension, là. C'est unidirectionnel et les plus grands centres sont ceux qui souffrent le plus. C'est complètement faux. OK. La raison pour laquelle on croit ça, c'est parce qu'on habite dans un pays où 90% de la population est concentrée dans une bande. Tu sais, la bande habitable du Canada, là, c'est comme 5% près de la frontière. Et au Québec, en plus, on a une grosse métropole. Je veux dire, moi, je suis un gars de Québec, là, mais c'est pas la même chose que Montréal. Parce qu'on a vu au Québec, c'est que les gens, la moitié de la population est à Montréal, sont allés dans les régions. Si on regarde un pays qui a une plus grande géographie, comme les États-Unis, les endroits où il y a le plus de gens qui volent, c'est les Miami. Chicago, on a les plus gros taux d'occupation depuis la dislocation en ce moment parce que Chicago, à ce temps-ci de l'année, c'est incroyable. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont commencé à louer des voitures, louer des motorisés, mais si on regarde, il y a quand même une quantité énorme de personnes qui vont dans des villes, surtout les villes qui sont des attraits touristiques. Il y a certaines villes hyper concentrées. New York, Manhattan, c'est une île avec une densité énorme. Londres, c'est la même chose. Ça, par contre, on le voit dans nos chiffres, les gens ne sont pas intéressés. Puis ça, je le comprends. Là, Times Square est encore vide. Tu me rassures, je n'avais pas tout à fait tort. Oui, mais d'aller à Miami sur une plage, là, regarder les vidéos de Labor Day, c'est plein. Fait que c'est sûr qu'il y a un débordement vers toutes les zones plus rurales. VRBO, Airbnb, les plateformes qui font de la location de maisons où il n'y a pas d'espace commun, surtout à l'extérieur des villes, il y a quand même un regain qui est plus fort, mais les hôtels sont passés de 5 de taux d'occupation à 50. Puis la plupart des hôtels sont dans les villes. Un aspect conjoncturel à la pandémie, forcément. Mais est-ce qu'il y a des choses qui, dans l'industrie touristique, vont changer pour de bon, tu crois? Le voyage d'affaires, d'après moi, est structurellement désaxé. Je ne pense pas qu'on va avoir une récupération à 100%. C'est exactement la même chose que les tours à bureau. Et la raison est simple. On a eu, dans mon domaine, il y a quelque chose qu'on appelle en anglais un A/B experiment, une expérience ABC où sur un site ou dans une application, tu fais 2 versions de ton application puis tu regardes ce que les gens préfèrent. Dans le passé, tout le monde disait « faut qu'on se voit en personne, il faut que tu rencontres tes clients en personne, il faut qu'on aille au centre-ville, être dans le même bureau. Le télétravail, ça marche pour une minorité. Et nous, on est une compagnie de tech, là, on a des bureaux dans 7 villes à travers le monde. 100% de nos meetings avec quelqu'un qui était en vidéoconférence comme ça. Mais quand on arrivait dans le vrai monde, à l'extérieur, les gens n'étaient pas capables de faire marcher leur micro, le son ne fonctionnait pas. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a probablement entre 1 et 3 milliards de personnes qui sont devenues compétents à ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire se parler sans être physiquement présent. Et il y a des gens qui se sont rendus compte, que de passer 2 heures dans le trafic, c'était pas productif. Et on a commencé à avoir des chiffres de productivité. La productivité a augmenté en télétravail dans à peu près tous les secteurs. Il y a entre 35 et 45% de tous les emplois qui se font en télétravail. Personnellement, je pense que ça va être hybride. Chez Apple, par exemple, on a suivi Zuckerberg et Twitter. Là, on a déclaré ce qu'on a appelé en anglais « Unlimited Digital ». J'ai dit à tout le monde, déménagez à Hawaï si vous voulez, ça ne change rien.
on n'a plus aucune contrainte. C'est pour ça qu'il n'y a contrainte. personne derrière toi. En fait, il n'y a personne derrière moi parce qu'il fait encore beau, puis les gens ne veulent pas faire le transport en commun. Le métro, là, ça va être affecté à long terme. Moi, j'ai peur pour les revenus de la Ville de Montréal. Le transport en commun, les autobus, là, ça va prendre probablement une éternité, puis ça ne reviendra probablement jamais. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que les gens ont besoin d'un minimum de contact social, peut-être une fois par semaine, peut-être moins. Surtout si tu dis aux gens, tu peux aller vivre dans un endroit où tu peux t'acheter du terrain, prends-toi une maison, tu peux te mettre un bureau à la maison, puis ton conjoint en aura un aussi. Tant qu'il y a de l'école, le gros problème, on s'entend là, pour les gens qui ont des jeunes enfants, c'est d'avoir les enfants qui couraient, les chiens qui jappent. Là. Mais si on se prépare à long terme, moi, je pense qu'on va voir une transformation fondamentale au niveau du télétravail, fondamentale au niveau du voyage d'affaires, toutes les conférences, aller à Vegas, aller rencontrer les clients à tous les trimestres. Là, je pense que ça va être brisé de manière structurelle. Puis, je ne voudrais pas être un propriétaire immobilier commercial en ce moment, de toutes les choses. Là. Je pense que ça aussi, ça va être changé de façon permanente. Le voyage d'affaires, ça représente quel pourcentage de la vente de billets d'avion, par exemple? 50 50 peut-être pas en nombre de billets vendus, mais en dollars pour l'industrie, parce que tous les taux sont plus élevés pour les billets d'avion, les chambres d'hôtel. L'industrie mondiale du tourisme, c'est 1,4 billion. C'est la plus grosse catégorie au monde. C'est 14 du PIB de la planète. La partie numérique de ça, c'est 800 milliards. C'est la plus grosse catégorie. Pour donner une idée, là, tous les revenus de réseaux sociaux, c'est moins de 100 milliards. Fait que le voyage, c'est à peu près la plus grosse catégorie au monde. 50 de ça, c'était du voyage d'affaires. Une des raisons pourquoi on a vu les lignes aériennes, on l'a vu ce mois-ci, là, si vous suivez les nouvelles, on fait des mises à pied dans les 10, 20, 30 000. C'est pas parce qu'ils s'attendent à ce que les gens ne voyagent plus, c'est parce qu'ils s'attendent à ce que le segment du voyage d'affaires soit coupé de moitié au moins. Et ça veut dire que leurs revenus vont être coupés de plus que du 2/3. Et les hôtels, c'est la même chose. En ce moment, il y a 25 de tous les hôtels sur la Terre qui sont en défaut de leur hypothèque. Et la raison, c'est le voyage d'affaires. Mais pour utiliser un mot que tu utilises souvent au niveau de la dislocation, ça veut dire que les lignes aériennes sont plus rentables. Ça veut dire que les hôtels sont plus rentables. Ça veut dire que les restaurants sont plus rentables. Je peux croire que le tourisme de loisirs, lui, a de l'avenir, mais l'infrastructure est gravement atteinte. Oui. À mon avis, oui. Je pense que là, on rentre dans la partie plus sombre. Là, puis ça, aussi, j'ai fait des prévisions récemment là, qui sont moins populaires un peu. La perte d'emploi aux États-Unis, c'était 35 millions. Et il y a beaucoup de gens que je connais qui sont, entre autres, des gens de private equity là, qui font leur vie en prenant des bêtes à long terme sur comment la société va se transformer. Ce qu'on est en train de voir, c'est un clivage entre les business numériques et les business traditionnels, les emplois numériques, les emplois traditionnels. Ça, c'était quelque chose qui était déjà en train d'arriver, comme la numérisation en général, comme le télétravail, comme l'éducation à distance. La pandémie a juste compressé 10 ans en 10 mois. Et là, ce que je pense qui va arriver, on est à peu près certain de s'enligner pour une récession. Un, à cause du dommage économique à court terme, mais deux, il y a plein d'emplois qui ne reviendront pas. Il y a plein de restaurants qui vont faire faillite, il y a plein d'hôtels qui vont faire faillite, les lignes aériennes ne réengageront pas 100 le commerce en détail, le transfert du physique vers le en ligne va accélérer parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui ont acheté en ligne pour la première fois. C'est certain qu'il va y avoir des répercussions systémiques. Moi, je suis à peu près convaincu qu'on s'enligne pour une récession qui risque d'être plus longue que celle de 2008. Et je pense qu'on va aussi voir l'espèce de le digital divide en anglais, l'écart entre les gens qui ont des revenus d'une source traditionnelle, d'une source numérique, va s'accélérer. Et d'un point de vue macro-social, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Je pense qu'on va commencer à avoir un écart au niveau de la pauvreté, au niveau de la richesse, au niveau des classes sociales. Aux États-Unis, en plus, on l'a vu là, cet été, cet écart-là est divisé sur les lignes le racial divide là, selon l'ethnie. Je pense qu'il n'y a rien de bon à ça. Mais je pense c'était inévitable et que la pandémie l'a accéléré. Moi, il y a quelque chose que je sais si mal, néanmoins, Frédéric, c'est qu'à la fois, tu parles de ton entreprise que tu veux amener à 100 milliards. Belle idée. Puis par ailleurs, son environnement va diminuer de 50
plein de zones de turbulence extrêmement fortes, beaucoup de cadavres en cours de route, etc. Alors, comment bâtir un projet d'entreprise dans un tel environnement? Là, on arrive dans ma citation préférée que je croyais qui était attribuée à Wayne Gretzky, mais c'est le père de Wayne Gretzky. C'est quelque chose qui a été surutilisé par les consultants en management, mais moi, je pense que c'est fondamentalement vrai. Quand Wayne Gretzky était dans le junior puis il allait être drafté en Ligue nationale, il y a un journaliste qui a demandé à son père « Comment est-ce que votre gars peut être tellement meilleur que tout le monde? » Et son père a répondu « Il patine où la POC s'en va, pas où elle est maintenant. » Puis c'est con, là, mais fondamentalement, il y a beaucoup de gens qui bâtissent leur entreprise sur l'état actuel des choses. En 1960-70, où le changement, le rythme de changement était relativement lent, ça pouvait fonctionner. Aujourd'hui, il y a une chose qui est en train de se passer qui n'a rien à voir avec la technologie et tout à voir avec la démographie. C'est qu'on a une génération, les milléniaux, qui est le plus gros groupe démographique de l'histoire de la planète. Là, je ne parle pas juste aux États-Unis, c'est vrai dans tous les pays en voie de développement ou développés. Cette génération-là est plus nombreuse que les boomers. Puis après ça, il y a Gen Z qui s'en vient, qui maintenant a 22 ans. Ce groupe économique-là représente la plus grosse concentration d'êtres humains dans une bulle de 40 ans que la Terre n'a jamais vue. Et ils sont 100% numériques dans leur habitude de consommation. Alors, ce qu'on va voir, c'est une courbe non linéaire où aujourd'hui, peut-être que dans un secteur donné, 30% de ce qui se vend est en ligne. L'année prochaine, ça va être 32, 34, 60. Puis on l'a vu en Inde, quand les téléphones Android ont été disponibles en dessous de 100 $, le commerce numérique est passé de 10, 11, 12, 40, 60%. Cette queue-là, en Chine, on l'a vu, en Amérique latine, on l'a vu. La raison pour laquelle c'est plus lent en Europe et en Amérique du Nord, c'est qu'il y a plus de vieux comme toi puis moi qui ont le pouvoir économique. Quand ce transfert-là va se faire, il nous reste à peu près 7 ans avant que le balance du pouvoir transfert, la numérisation va s'accélérer. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâti une marque, une plateforme numérique qui est 70% milléniaux, puis on est 25% Gen Z, ce qui est super bizarre parce que cette génération-là n'a que 6 ans dedans. Normalement, les groupes de démo, c'est 9 à 12 ans. Il y a juste 6 ans, je veux dire, dans le sens que ceux qui font partie de cette génération-là, en bas de 19 ans, ils n'ont pas le droit d'acheter un billet d'avion. Il faut que tu aies 18 ans pour. Fait que forcément, on a un oversampling. On a une marque qui fait affaire avec cette génération-là de façon disproportionnée. Et là, ce qui est en train d'arriver, c'est que naturellement, juste si on faisait rien, on laisse juste le temps passer, on va prendre la part de marché. L'exemple que je donnais un peu plus tôt, la pandémie a accéléré ça. On est passé de 1% à 6% de part de marché. Pourquoi? Parce que aller dans un hôtel, aller dans un avion, tout le monde en bas de 30 ans parce que les plus vieux ont peur de sortir à cause des risques de la COVID. Ça, c'est une bulle qui représente le futur dans 7 à 8 ans. N'importe quel entrepreneur, même de l'économie traditionnelle, devrait se poser la question, puis elle est simple, dans 10 ans, quand 100% de mes ventes sont en ligne, c'est quoi ma stratégie? Puis travailler à partir de cette réalité-là. N'importe qui pense comme ça va gagner la part de marché dans n'importe quel secteur numérique ou traditionnel, à mon avis. J'entends et je vois l'aspect prospective, puis les données, c'est pas juste les algorithmes qui ramassent, c'est toi aussi. C'est quoi les principales qualités que tu te reconnais comme entrepreneur? C'est une bonne question, ça. Une des choses que j'ai appris, puis ça fait un bout de temps que je fais ça, c'est qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de marier la plupart des aspects qui sont nécessaires pour construire une business. Fait que ça va prendre une bonne tête financière, mais si la personne ne pense qu'à la finance, on n'arrive pas à innover. Ça prend quelqu'un qui sait innover. Dans mon domaine, il faut connaître la technologie, mais je veux dire, je suis en train de travailler avec quelqu'un qui est dans le kayak en ce moment, ils sont super forts en thermoformage. Leur technologie, c'est de prendre des copeaux de plastique et de faire un kayak après. Ça revient à la même chose. Cet entrepreneur-là comprend super bien la manière de fabriquer un kayak. Ça semble ridicule, mais il en vend 500 000 par année, puis ça ne l'est pas du tout. D'un autre côté, il faut comprendre les êtres humains. Puis d'un autre côté, il faut être capable de conter une histoire.
Parce que pour être capable de lever de l'argent, avoir des gens intelligents qui travaillent pour toi, il faut que tu sois ce qu'on appelle un storyteller en anglais. Là. Et il n'y a personne qui naît avec tous ces cadrans-là super bien développés. Surtout jeunes, là, on a des forces, des faiblesses. Moi, ce que j'ai appris, l'important, c'est de réaliser que ça prend un équilibre. Ça prend quelqu'un qui est fort dans tous ces cadrans-là. Et il faut avoir la maturité de se regarder dans le miroir puis de dire, écoute, je suis vraiment poche à ça. Je peux être très bon à ça, mais ça, c'est vraiment pas ma force. Il va falloir que je m'entoure de gens qui sont meilleurs, puis il va falloir que j'apprenne. Et ce que je réalise en vieillissant, c'est que les meilleurs entrepreneurs que je connais sont tous bizarres. Ils ont tous un côté un peu weird, parce que c'est tellement difficile que les gens qui sont bons à ça, clairement, là, c'est les gens qui sont créatifs puis qui sont des rebelles à un certain moment. Mais c'est des gens qui ont beaucoup travaillé sur leurs faiblesses et qui sont devenus des êtres humains plus complets. Et les meilleurs CEO, puis je connais des gens là, qui ont des business de centaines de milliards, là, une des choses qui les rend comparables, c'est le fait qu'ils se sont développés comme êtres humains pour être capables d'interagir dans tous les aspects de ce travail-là. Un comptable, un fiscaliste, ça peut demeurer un spécialiste. Quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise de 90 000 personnes, c'est presque tout le temps des individus qui ont développé beaucoup de facettes de leur personnalité. C'est très intéressant ce que tu dis là. Mais maintenant, pour nous, communs des mortels, fais-nous plaisir. Dans quoi tu es encore un peu poche? Très bonne question. La finance, ça n'a jamais été mon fort. Et ça, c'est un endroit où je suis juste pas capable de m'intéresser à ça. Fait qu'on s'entoure de gens qui sont très, très bons parce que les chiffres commencent à être importants. Puis une de mes grosses faiblesses à moi, là, il y a quelque chose que j'ai réalisé il y a quand même 10 ans. Là. Souvent, la plus grande force d'un entrepreneur, c'est sa grande faiblesse. Souvent, la chose qui nous rend le meilleur, c'est aussi la chose qui nous rend le pire. Dans mon cas, là, je suis fondamentalement impatient. J'ai aucune tolérance pour les choses qui prennent du temps. Puis ça, 3/4 du temps, c'est une bonne chose parce que là, tu sais, ça force une cadence, ça crée de l'innovation. Mais il y a un certain nombre de choses qui prennent du temps, sinon ça ne fonctionne pas. Fait que je travaille beaucoup, beaucoup sur le fait de réaliser que c'est pas tout le monde qui est capable de prendre une décision en 30 secondes. Il y a des gens qui font leur meilleur travail quand ils prennent le problème, qu'ils y pensent pendant une semaine ou deux puis qui arrivent avec une solution. Dans mon cas, c'est l'impatience naturelle là, qui m'anime, c'est une de mes plus grandes faiblesses. C'est un des endroits où je travaille le plus pour être capable de mais en même temps, entre le départ d'Expedia et la naissance de Hopper ou du service en tant que tel, il y a comme une traversée du désert où il faut ramasser de la donnée, où il faut bâtir le projet. Et puis tu l'as passé, cette traversée-là. La pandémie actuelle, ça aurait pu te rendre vraiment très maussade. Et il me semble que tu t'en tires pas trop mal. La chose qui est arrivée chez nous, quand on a vu la pandémie arriver, d'abord, pour répondre à la première partie de ta question, une des choses qui m'a rendu patient, c'est le temps que ça nous a pris pour bâtir quelque chose de viable. Et ça m'a fait comprendre, entre autres, qu'il y a des choses qui prenaient du temps, mais qu'il fallait s'assurer que le point d'arrivée, ou du moins l'étape intermédiaire en valait la peine. Si tu es en train de bâtir une business qui va valoir 100 milliards un jour, c'est correct que ça prenne 20 ans. Il y a comme un trade-off qui est acceptable. Je pense que, comme je disais, Shopify, c'est un très bon exemple. De l'autre côté, quand la pandémie est arrivée, nous, on a pris une décision qui ne faisait pas l'unanimité. On a dit, soit on peut dire aux gens, tout va bien aller, faites-vous-en pas, ou on peut faire toutes les coupures et les ajustements au tout début puis vivre avec les conséquences de ça puis rebâtir. Soit on peut dire aux gens, es-tu correct, te sens-tu bien dans tout ça, ou on peut dire, regarde, ça va passer, concentre-toi sur le travail. Et on a choisi de, prendre toute la douleur. On a fait les mises à pied. Là, on était dans les premiers à le faire. On a coupé. Il y a des gens là, qui étaient devenus mes amis que j'ai été obligé de laisser aller parce qu'il fallait qu'on s'ajuste à notre nouvelle réalité et surtout tout l'inconnu qui venait avec ça. Puis on a aussi dit, là, ça va être dur, là, mais c'est pas une raison de ne pas travailler. Je comprends, là, comme ça va être plus dur, vos enfants sont à la maison, tout le télétravail, tout ce contexte-là. Mais là, faites votre job. Présentez-vous, là, puis amenez votre 100%. Et ce qu'on a vu, c'est que dans un contexte d'incertitude, de donner aux gens un objectif clair à poursuivre, c'est ça qui nous a sauvés. En fait, notre cadence, notre productivité a augmenté. On n'est pas les seuls. J'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs. Il y en a qui ont dit on pensait que les gens allaient avoir besoin de plus de temps, on a enlevé la pression, puis tout le monde qui a fait ça m'a dit c'est une erreur. Ça a démotivé les gens, ils ont perdu. Nous, on a dit là, écoutez, on a réajusté le plan, il n'y a pas d'excuse.
comme faites votre travail, présentez-vous, puis nous, on va faire la même chose. Puis on a eu des résultats que, honnêtement, je ne croyais pas possible à cause de ça. Puis ça, n'importe qui nous écoute, là, qui peut être affecté par la pandémie en ce moment, là, moi, mon conseil, là, c'est tracer une ligne directrice logique, claire, mettre un objectif atteignable, puis focuser tout le monde dans ce qui nous reste à parcourir, parce que en temps de difficulté, les gens veulent un objectif où ils peuvent s'investir beaucoup plus qu'ils veulent se faire dire t'es beau, t'es fin, si t'es fatigué, prends une semaine off. Là. Certainement, ça a été notre expérience. Puis le résultat de ça, c'est qu'on a amélioré notre compagnie là, de façon non linéaire pendant cette période-là. Et ça paraît dans nos chiffres. Là. Nos chiffres ne sont pas publics, là, mais les revenus qu'on est en train de faire en ce moment versus le contexte sont... J'aurais jamais parié ça. Là. Je me serais trompé d'un ordre de grandeur. Et c'est pour ça aussi, probablement, que vous avez su garder auprès de vous vos finances, les gens qui vous supportent, là, qui ont investi dans l'entreprise. Honnêtement, ce qu'on a fait, ça c'est une décision qu'on a prise. Il y a un très, très gros groupe américain en 2016 qui a essayé de nous acheter, puis j'ai dit non. Puis c'était pas une couple de dizaines de millions, là, c'était de l'argent pour acheter une île puis cloner des dinosaures. C'était un très gros montant. On a dit non. Puis ce qu'on a fait, j'ai pris mes investisseurs qui, tout le monde allait faire une quantité presque immorale d'argent dans cette transaction-là. J'allais voir mes investisseurs puis j'ai dit, je veux pas vendre, on bâtit. On est allé voir la Caisse de dépôt. Omers, l'autre gros fonds de pension canadien était là. On est allé voir Investissement Québec, la BDC, puis on a dit là, au lieu qu'on vende aux Américains, supportez-nous. Et ils l'ont fait. À l'époque, ils l'ont fait, la business allait bien. Après ça, la business a continué à croître, ils l'ont fait. Ce qui est arrivé dans la pandémie, c'est que là, on ne le savait pas au mois d'avril, tout allait tomber. Peut-être, on allait peut-être se ramasser au Moyen-Âge. Personne n'avait aucune idée de comment mauvais ça allait être. Et on est allé voir ces mêmes gens-là, puis on a dit on est impacté, là, mais c'est le temps de supporter. Harper, l'actionnariat, la grosse majorité, c'est de l'argent canadien. Puis de là, la grosse majorité de ça, c'est de l'argent québécois. Et c'est ce moment-là qui était probablement le jour le plus sombre de ma vie, là, quand on regardait une quantité illimitée de dislocations. On ne savait pas si on allait avoir zéro revenu cette année. Ces investisseurs-là se sont présentés et ont dit on va te supporter. Si on avait pris des fonds américains qui se foutaient complètement de rien d'autre que de faire de l'argent, je suis certain qu'on n'aurait pas réussi à lever l'argent. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'argent dans nos coffres, puis on n'a jamais eu autant de liquidités disponibles pour faire de l'investissement dans une période où c'est extrêmement facile de faire de l'investissement parce qu'on est les seuls. Et les résultats de ça, on va les voir dans 5 ans, ça va être un ordre de grandeur, je suis certain. Ça, c'est parce qu'on a choisi de ne pas vendre Harper puis de la garder au Québec puis au Canada qu'on a réussi à faire ça. C'est à faire d'aller mieux parce que j'ai regardé, vous êtes en recrutement, là. Il y a 25 postes ouverts chez Harper. Je vais donner un chiffre, là. En termes de croissance, dans une période, là, on s'entend, où il y a un quart des hôtels de la planète qui sont fermés, 70% des avions qui sont stationnés dans le désert, puis aucune des frontières qui sont ouvertes, on est 80% de croissance année sur année. La seule chose qui est tragique avec ça, c'est qu'on serait 800 autrement, mais on est presque à 100% de croissance. Puis ça, c'est l'exécution de notre équipe, c'est le fait que nos investisseurs nous ont supportés. Et très, très, très bien. C'est le moment. Là, il y a d'autres personnes qui ont des questions. Hein? Mais oui. Alors, je suis prêt à partager. Oh, merci beaucoup, Pierre. D'abord, il y a des gens qui trouvent ça formidable. Là. Je vois des wow, intéressants, utiles. J'ai des gens qui étaient au rendez-vous Réseau Mentorat l'année dernière qui nous disent que c'est hyper complémentaire. Donc, bravo. Je vais tout de suite enchaîner avec une question qui vient de Valérie, qui se demande, on peut-tu penser que l'été 2021, c'est un vrai retour à la normale? Puis qu'est-ce qu'on peut dire aux entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement de grandes entreprises, des petites entreprises? Qu'est-ce qu'on peut leur suggérer pour qu'ils se rendent jusque-là? Moi, je dis deux choses. On est très, très chanceux. On va payer pour plus tard, là, mais à court terme, si vous avez une business qui dépend de contact physique ou je pense aux restaurateurs qui vont perdre leur terrasse, puis mon cœur saigne, là, littéralement. Il y a toutes sortes d'autres business qui ont été impactés comme ça. Assurez-vous d'aller chercher toute l'aide provinciale et fédérale qui est disponible. Ça vaut la peine. Il y a énormément de sérieux qui a été mis à tous les niveaux des gouvernements pour ça. Assurez-vous d'avoir maximisé ça, 1. 2, et ça, c'est la partie plus dure. Oui, on risque d'arriver à
un normal social, à mon avis, l'été prochain, mais on va être probablement dans la pire récession qu'on va connaître de notre vivant, avec un peu de chance. J'espère qu'il n'y aura rien de pire. Donc, il faut penser septembre 2008, été 2009, là, facilement au niveau des problèmes, parce qu'il y a plein de gens qui vont avoir perdu leur emploi. Il y a plein, parce que éventuellement, il va arriver deux choses. L'aide des pays qui ont un système social-démocrate comme le Canada, mais il y en a d'autres, là, où le gouvernement dépense, va finir par arrêter. Parce que au mois d'avril, le gouvernement fédéral a dépensé ce qu'il a dépensé l'année précédente. Là, on s'entend, là, nos petits-enfants vont payer cette dette-là. Moi, je pense que c'est une bonne décision, mais ils ne peuvent pas continuer indéfiniment à faire ça. Je veux dire, il va falloir que le gouvernement fédéral rationalise. Et là, à un certain moment, il va arriver deux choses. Il y a plein de gens que je connais qui ont de la misère à engager de la main-d'œuvre parce qu'en ce moment, pas travailler, c'est plus payant que travailler dans certains secteurs. Ça va se normaliser, bonne chose. Mais aussi, il y a des gens qui vont, le taux de chômage va augmenter. Ça, c'est forcément quelque chose qui va arriver. Les dépenses discrétionnaires, le consumer confidence, la confiance du consommateur va baisser. On est inévitablement enligné vers ça. Et il risque d'avoir des chocs au niveau des rendements des marchés. La grosse question, là, pourquoi est-ce que les marchés financiers ne se sont pas écroulés? Comme en 2008, il y a eu des corrections de 60 à mon avis, puis je ne suis pas le seul à penser ça, il y a une seule raison. La Réserve fédérale américaine a déclaré ce qu'ils ont appelé du Unlimited Quantitative Easing. Puis là, en termes simples, là, il imprime une quantité limitée d'argent. Normalement, on devrait avoir une inflation. On n'en a pas encore vu. Mais le résultat net de ça, c'est que les obligations du Trésor américain, le T-bill, ont un rendement de 0. C'est possible que d'acheter une obligation du Trésor américain, qui est comme du cash, ça donne un rendement négatif d'ici la fin de l'année, comme ça a été le cas au Japon. Dans un environnement comme ça, si vous êtes un investisseur, que l'immobilier est cassé, parce que tout l'immobilier corporatif est cassé, que toutes les obligations sont cassées, la seule chose qui fait du sens, c'est d'acheter des stocks. Vous pouvez le regarder sur le site de la Fed, ils sont à 7 000 milliards de dollars qu'ils ont achetés. Presque toutes les obligations corporatives aux États-Unis ont été achetées par la Réserve fédérale. Évidemment, ça ne peut pas durer. À un certain moment, ils vont arrêter, puis ils vont vendre. Quand ça va arriver, on va voir la correction boursière. Ce qui veut dire les fonds de pension, ce qui veut dire les gens qui ont leur propre régime de retraite, les stocks qu'ils possèdent, il va y avoir un choc qui va ressembler à 2008. Préparez votre entreprise pour un 5 à 10 ans de ça. Peu importe ce que ça veut dire. Au pire, appliquez pas votre plan tout de suite, là, attendez de voir mais ne vous comportez pas comme si lorsque le virus allait arrêter, on allait revenir à une santé économique comme en 2019. C'est presque impossible. J'espère me tromper. Il y a quelqu'un qui me faisait un argument contraire. C'est la prédiction où j'espère le plus que je me trompe, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent une récession très importante et mondiale dans les 3 à 5 prochaines années. Préparez votre business, peu importe ce qu'elle est pour cet environnement-là, et vous risquez d'être capable de profiter des opportunités, pas juste survivre. Ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde qui me pose la question. Merci infiniment. Je fais le pont sur une autre question de Stéphane. Tantôt, vous avez fait référence à bâtir sa compagnie pour demain, pas pour aujourd'hui. Puis Upper est bâti aussi sur l'absorption et l'analyse de quantités astronomiques de données. Qu'est-ce qu'une petite entreprise, une très petite entreprise, possède comme données, pourrait posséder et utiliser en combinant pour justement se donner cette vision-là du futur? Quels sont les réflexes qu'un entrepreneur pourrait adopter? La première chose que moi je recommande, là, surtout que la pandémie, ça crée une opportunité de faire ça. Si vous ne l'avez pas déjà fait, là, découvrez complètement le commerce électronique. Si vous n'avez pas un Shopify ou un Lightspeed d'installer, faites-le. Ça n'a pas d'importance. Prenez le temps là, où les gens sont en train de développer l'habitude de consommation. Il faut que 100% de ce que votre entreprise fabrique, distribue, revend, offre, soit disponible de façon numérique. Il faut que votre compréhension du marketing, de la mise en marché inclut les réseaux sociaux, les Google AdWords. Il faut que la manière dont vous envisagez la business dans laquelle vous êtes, peu importe comment physique et concrète elle est aujourd'hui, vous développiez une compréhension numérique. Je vais donner mon exemple préféré de ça, là, je me laisse toujours ça, là, les
les GAFA, là, l'espèce de conglomérat de Google, Facebook. En anglais, en passant, l'acronyme s'appelle FANG. Je trouve qu'il est beaucoup plus approprié. Je trouve que l'image représente beaucoup plus la menace que ça présente. La concentration de pouvoir économique dans ces 5 compagnies-là n'a jamais été... c'est pas quelque chose que l'humanité a jamais vu. Même à l'époque, la Standard Oil, là, quand le gouvernement américain a démantelé l'empire de Rockefeller, ça ressemble, c'est même pas proche de l'ordre de grandeur qu'on voit maintenant. Mon exemple préféré de ça, là, puis malheureusement, il y a une de mes prévisions qui s'est réalisée, là. Jeff Bezos a lancé quelque chose il y a 3 ans déjà qui s'appelle le Amazon Go Store. C'est une épicerie où on peut rentrer, prendre n'importe quoi sur les tablettes et sortir. Parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui regarde les étiquettes que les êtres humains prennent, mettent dans leur panier et à une précision qui est acceptable, le bill arrive sur notre compte Amazon. Il n'y a pas de caisse. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça veut dire que l'épicerie, le Go Store, opère avec 3 employés. Imaginez un IGA dans lequel il y a 3 employés. Évidemment, c'est important parce que dans l'alimentaire, les marges sont basses. Les marges d'opération d'un supermarché avec 3 employés sont astronomiques. Jeff Bezos a dit qu'à la fin de 2021, il allait avoir 3800 Go Stores ouverts. Éventuellement, il va en avoir au Canada. Là, on s'en fout là, parce que c'est aux États-Unis, puis c'est en Chine, puis ça ne nous intéresse pas. Là. Mais éventuellement, il va en avoir. Target, qui est la plus vieille chaîne de détail au monde, a été fondée en 1904, en 1800 magasins. Jeff Bezos va répliquer 100 ans de croissance de Target en 2 ans. Quand ça va arriver, IGA, Sobeys, zéro, fini. C'est impossible de compétitionner une business qui n'a pas besoin d'employés. C'est impossible. C'est impossible de répliquer l'intelligence artificielle qu'ils ont développée chez Amazon. Fait que fondamentalement, peu importe ce que vous faites, vous êtes en compétition contre Jeff Bezos. C'est juste que vous ne le savez pas encore. Fait que agissez, act accordingly. Développer la culture numérique la plus profonde que vous êtes capable dans votre entreprise, c'est ça qui va faire la différence entre les gagnants et les perdants dans la prochaine décennie. Est-ce que, je reviens au tourisme, il y a quel genre d'opportunités dans cette industrie-là particulière on peut s'attendre à avoir malgré le contexte? Est-ce qu'il y a des choses insoupçonnées ou presque qui, malgré tout, peuvent donner espoir, je pense, aux régions? La distribution numérique, parce que la plupart des gens pensent que tout le voyage s'achète de manière numérique, ce n'est pas le cas. Là. Il y en a à peu près 70 %, ça va accélérer. Le développement de tout ce qui est ce qu'ils appelle le alternate accommodation. Fait que là, je pense au Airbnb, là, tout l'inventaire secondaire, là, qui n'est pas un hôtel, qui n'est pas un avion, tout ça, ça va s'accélérer parce que les gens vont avoir découvert justement des régions, des endroits où il n'y a pas nécessairement des hôtels qui sont développés. Il faut comprendre là, que l'effet de la pandémie, c'est vraiment temporaire. On l'a vu en Chine, là, quand ils ont commencé à réouvrir, là, Disneyland s'est booké. Essayez d'imaginer, là, il y a des bateaux de croisière qui sont pleinement bookés en ce moment. C'est dur d'imaginer quelque chose de plus incroyable. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un va sur une croisière en ce moment. Ça ne fait aucun sens à aucun niveau. Là. Mais la demande pour voyager, là, tout ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est accumulée. Fait qu'on va voir une accélération, une reprise de la demande. Si, par exemple, les régions du Québec qui ont vu un boom, comme Charlevoix, c'est un exemple, se numériser à 100 pour être capable de tout distribuer leur inventaire de manière numérique de façon hyper efficace, sans dépendre d'une compagnie à Amsterdam ou à Seattle, je pense qu'ils pourraient gagner de la part de marché parce qu'il y a des milliards de personnes qui, pour la première fois, ont appris à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Le télétravail, c'est un exemple, c'était 11 puis on est passé à 100 en 1 mois. C'est possible de bénéficier de ça, mais ça demande un focus urgent sur la numérisation. On va avoir une dernière question. Je vois le temps filer. Dernière question. On va revenir sur l'humain entrepreneur. C'est un thème qui nous est cher au réseau Mentorat. Il y a un des participants qui voulait savoir si, fondamentalement, passer à travers toutes les épreuves qu'on peut avoir et qu'on vit en ce moment avec la COVID, si vous trouvez que c'est votre personnalité
J'ai même lu votre personnalité bad boy, mais bon, c'est pas moi qui le dis. Si c'est fondamentalement ça l'ingrédient pour passer au travers, pour être résilient à travers toutes ces épreuves. J'aimerais ça répondre que oui, mais la réponse c'est non. Le fait que la compagnie, un, on est passé au travers, mais deux, qu'on soit dans une position plus forte, n'a rien à voir avec ma personnalité. On a pris 2-3 décisions très importantes, j'en ai parlé, couper creux, couper rapidement avant de ne pas laisser la situation prendre le contrôle. Mais la raison pour laquelle on a passé au travers, c'est la même raison pour laquelle on avait un succès avant, c'est la qualité des gens qu'on a engagés. Il faut comprendre que dans une entreprise, n'importe quel fondateur va vous dire ça, on est uniquement aussi bon que le maillon le plus faible qu'on a dans notre leadership et dans les gens qui travaillent pour ces gens-là. Quelque chose qu'on a très bien fait chez Hopper, c'est qu'on a très, très rapidement pris une décision qu'on allait aller chercher les meilleures personnes sur la Terre pour travailler pour nous. Une des choses qu'on a fait qui, à l'époque, était totalement controversée, quand on était 8 employés, j'en avais 4 à Boston, on en avait 4 à Montréal. Mon cofondateur est allé là. Puis là, il y a même eu un article qui est sorti qui disait qu'on avait déménagé à Boston parce qu'on avait fait ça. Tout le monde était « Mais voyons donc, Fred, tu peux pas faire ça. Si les gens du Québec mettent le pied à Boston, ils ne reviendront plus jamais au Canada et c'est impossible, on va avoir l'exode des cerveaux. » Il y a des gens sur LinkedIn, il y a des gens qui me traitaient de traître. C'est complètement fou. Nous, notre raisonnement a toujours été l'inverse. Le MIT, c'est un des collèges techniques les mieux cotés sur Terre, les plus chers aussi, qui attirent les gens les plus intelligents. Dans notre tête à nous, il n'y avait aucune raison pourquoi les meilleurs chercheurs du MIT ne travailleraient pas pour une entreprise québécoise. C'était comme illogique de ne pas vouloir ça. J'ai rien contre McGill, j'ai rien contre l'Université de Montréal, mais on s'est dit, on devrait être capable d'aller chercher quelqu'un du MIT. Fait qu'on s'est installé à 2 blocs du MIT, puis on a commencé à recruter. Et la chose que j'ai dit à tout le monde, c'est qu'en faisant ça, on va aller chercher le meilleur de Montréal, mais les places où le marché de Montréal est moins bon, on va aller chercher le meilleur de Boston. Puis là, aujourd'hui, on a New York, Toronto, on a des bureaux un peu partout. Et ces gens-là vont apprendre à travailler ensemble à cause de ça, à cause de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Aujourd'hui, et depuis la fondation de Hopper, on a une politique, n'importe qui peut demander de déménager et de travailler dans un de nos autres bureaux. On a ça depuis le début, même avant la pandémie, on avait ça. Et ça, je le dis à chaque fois pour que les gens comprennent. En ce moment, on est net positif d'Américains qui ont choisi de vivre au Canada. On a plus de gens qui ont décidé de venir vivre à Montréal parce qu'ils sont venus ici, ils ont découvert le Maryland, ils se sont rendus compte qu'on peut acheter une maison pour moins de 10 millions de dollars. Ils ont réalisé qu'on avait une qualité de vie. On a déplacé plus d'Américains vers le Québec qu'on a de Québécois qui ont choisi de vivre aux États-Unis. Puis ça, c'est ce que je veux dire à tout le monde, là. Il faut s'ouvrir au monde pour la chose fondamentale qui est on devrait avoir les gens les plus intelligents sur la planète qui travaillent pour nos compagnies. On n'est pas dans une logique de création d'emplois. On n'est pas en 1950. On est dans une création de valeur. Il faut que la propriété intellectuelle et que le savoir sur comment bâtir des business se développe au Québec. Et pour ça, il faut accepter de créer des emplois à l'étranger pour justement aller chercher la connaissance des autres écosystèmes puis de le ramener. Et c'est comme ça qu'on va s'assurer que nos sièges sociaux puis notre leadership se créent au Québec. C'est pas en se refermant, c'est en disant on est aussi bon, on n'a aucune crainte à avoir d'aller chercher les gens à l'étranger. Puis il y a d'autres compagnies, Coveo, Hopper, Lightspeed au Québec, c'est des exemples qui sont ouverts comme ça au monde et c'est net positif. La création de valeur, d'actionnariat, c'est fait au Québec. Et c'est pas parce qu'on est en tech, ça peut se faire dans les pâtes et papiers. Provisoire, c'est un exemple incroyable de ça. Je peux vous en nommer plein dans la vieille économie qui ont fait ça. C'est le temps que collectivement, on se dise, on est certainement assez bon pour être capable d'avoir les meilleures personnes sur la planète qui travaillent pour nos compagnies. Et ce qui nous a permis de survivre puis d'être meilleurs pendant et après, c'est uniquement la qualité des individus qui sont chez nous. Merci beaucoup, Frédéric. Ça m'a fait plaisir. C'était notre dernière question. Vous savez que nous commencions notre entrée avec vous, puis on la commence de la meilleure façon possible. Merci beaucoup, Frédéric. On vous souhaite beaucoup de santé. Une très longue vie à Hopper également. Merci beaucoup, Pierre aussi, d'avoir joué le jeu de l'intervieweur. Dans mes derniers remerciements, Groupe Technologie Innovation de la Banque nationale qui a rendu possible cette conférence-là. Un grand merci, sont nos grands partenaires. Je vous invite, moi, au mardi 22 septembre, notre prochaine conférence. C'est le point sur le Québec manufacturier, l'ère des transitions, et oui, au temps de la COVID.
avec Louis J. Duhamel et Antoine Audet-Julien de Deloitte. Une conférence présentée par Intact. Alors, moi, je vous laisse sur un truc, hein? L'humain entrepreneur, s'il a besoin d'être accompagné par un mentor ou s'il a envie de redonner aux autres entrepreneurs, vous venez faire un tour sur notre site www.réseaumentorat.com. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Merci tout le monde. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Portez un masque, lavez-vous les mains. Oui. Bye. Est-ce qu'on est en onde? Est-ce qu'on... Il y a peut-être des gens Oui. qui... Oui.